par des gens qui vont nous suivre en Facebook Live. C'est la première fois que j'utilise cette technique. Donc je salue ceux qui nous rejoignent et je reviens à vous qui êtes l'essentiel, qui êtes le prétexte qui m'avait permis de... Je sais même pas, c'est très grave, je sais même pas si je retrouve Angers ou si je découvre Angers. En fait, je pense que j'étais dans une vie antérieure déjà à Angers, mais la strate de mémoire a disparu, donc je suis content de découvrir Angers, je suis content de cette occasion qui m'est donnée, pas de dire des choses nouvelles, puisque pour le pire ou pour le meilleur, j'ai pas tellement changé d'avis sur les sujets sur lesquels je vais m'exprimer, mais disons de confronter ce que j'ai écrit sur ces questions-là à l'actualité la plus brûlante, puisqu'on l'a dit, s'il y a un sujet qui ne s'use pas, c'est bien celui-là, on continue à en parler. Donc merci à Felsefa, merci à tous ceux qui ont rendu cette rencontre possible. Je vais essayer d'être aussi clair que possible, et pour être aussi clair, je prendrai parfois des raccourcis pour contrer le sens commun. Donc si on commence et qu'on dit qu'est-ce que vous entendez par islamisme, entre parenthèses, dans mes ouvrages, j'emploie des fois le terme islam politique, d'autres fois islamisme, il n'y a pas de différence pour moi. Ça ne veut pas dire que le mot est bon, hein. Mais c'est un mot valise, c'est un mot dont j'aime bien dire qu'il fait plus de bruit qu'il produit de lumière, hein. C'est un concept qui est flou, qui est clivant, qui est approprié de façon contradictoire par les acteurs concernés. Donc si je disais qu'est-ce que c'est l'islamisme là, ici, dans la salle, disons dans l'atmosphère dominante de notre société française, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui fait peur, c'est le mauvais musulman, hein. C'est le mauvais musulman, c'est tout ce que dans la foi musulmane on estime être en droit de rejeter. C'est quelque chose de négatif, bien sûr. Alors, dans la réalité, maintenant, essayons d'appréhender qui est-ce qui est visé par ce terme de façon un petit peu plus objective. Je dirais que dans le monde musulman, non, je vais prendre des raccourcis, je vais dire monde arabe, mais je sais que cette terminologie n'est pas terrible parce que il y a immédiatement un berbère et juste après un kurde qui va me dire c'est pas le monde arabe. Oui, d'accord. Mais disons ce qu'on appelle généralement cette ère où il y a une arabophonie, hein. Quand on dit islamiste, on renvoie à des courants politiques, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, qui sont sortis quand même en tête de gondole des premiers scrutins libres postérieurs au printemps arabe. On renvoie à des courants politiques qui ont une certaine superficie. On renvoie pas à une frange de la population. Et ça, c'est très important parce que on va pas parler d'une frange de la population, on va parler d'une partie de la population qui, à certains égards, est potentiellement majoritaire. Donc ça donne de l'importance aux quelques phrases que je vais prononcer, d'accord? Et puis en France, quand on dit islamiste, qui c'est qu'on désigne? Je vais vous donner un scoop pour la plupart d'entre vous. Vous en avez un devant vous, parce que bien que je ne sois pas musulman, le Figaro, dans la grande carte qu'il a publiée de la cosmogonie des agents de l'islamisme, je suis le seul qui n'ait pas un patronyme le reliant au Maghreb ou au monde arabe. Je suis à côté de la chanteuse Ménel, donc ça m'a ému, hein. Mais voilà, je fais partie. Bon, évidemment, il y a Marwan Mohamed, il y a le CCIF, mais bon, l'islamiste dans le langage dominant de la sphère médiatique, ça va de Daesh jusqu'à Ménel, en passant par le Bondi Blog, en passant par les journalistes du Bondi Blog qui ont été explicitement qualifiés. Il y a pire que islamiste, un islamiste un peu soft, quand vous voulez être méchant, on dit salafiste, hein. Bon, le Bondi Blog a été labellisé salafiste. Donc, on en est arrivé à une situation où en France, quand on dit islamiste, la France étant une situation tout à fait différente en termes d'analyse du monde musulman. Le monde musulman, je dirais tout à l'heure que les islamistes, c'est peut-être, je sais pas, ceux qui veulent rétablir l'hégémonie de la culture musulmane dans le champ politique. Il n'est pas question de la même problématique quand on est en France. Mais en France, on en est arrivé à
je dirais, et là, bon, je sors du champ scientifique et je deviens un peu polémique, je dirais, un islamiste, c'est n'importe lequel de nos concitoyens de confession musulmane qui veut exprimer un zeste d'opposition à la pensée dominante, même lorsque la pensée dominante devient sectaire. Et je me suis singularisé avec une formule, alors on se la dispute, Vincent Gesser dit, mais moi j'avais dit ça aussi, mais bon, il y a 2 ans ou 3 ans, vous pouvez googler ça, vous le retrouverez, j'étais auditionné, ça m'arrive rarement, mais j'étais auditionné par la commission d'enquête du Sénat, un peu comme Benalla, quoi, bon, mais il y avait plus de monde, sur les moyens de Daesh ou je sais pas quoi, et j'ai dit le problème dans notre pays, c'est que dans la culture dominante, le musulman qui est accepté, le musulman qui est le bon musulman, c'est le musulman qui n'est plus musulman. Le musulman qui, à 5 heures du soir, refuse de venir boire une bière et a l'idée incongrue d'aller faire Salat al-Maghrib, c'est un fondamentaliste. Hein. Et donc, le problème de l'objet que je traite ce soir, c'est que sous le vocable islamiste, il y a une propension en France à englober certaines personnes même qui sont des musulmans purement culturels. Mais ils ont le droit de garder des traces, non pas ostentatoires, mais visibles de leur appartenance religieuse. C'est trop. C'est trop. Hein, on n'en veut pas, ils sont des fondamentalistes, ils sont des islamistes. Donc ça, c'est la base de mon... oui, ce que j'ai pas dit, c'est que je vais dire des choses à toute vitesse ce soir. Je ne vends pas de livres, c'est même pas la peine. Vous googlez et vous retrouvez des tas parfaitement gratuits, des tas d'explicitation de ce que je dis là dans des articles. Et aussi, comme ça, vous voyez tous les gens qui m'aiment pas, et c'est très intéressant de voir la nature et l'origine des attaques. Et je vous aiderai à comprendre pourquoi, puisque l'un des thèmes de ma conférence, c'est d'essayer de déconstruire pourquoi il y a tant de gens dans ce pays qui souhaitent que quand on dit le mot islamiste, tout le monde se sauve en courant. Pourquoi il y a tant de gens? Et qui sont-ils? Quel est l'agenda de ceux qui vous vendent le bréviaire de la détestation de l'islamisme, et on peut se passer du isme? Qui y a derrière et au service de quels intérêts? Et si on fait cet exercice-là, on n'est pas obligé de changer d'avis. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais vous savez en gros quand même à quelle pression vous êtes soumis quand vous essayez de vous informer sur ces questions-là. Vous connaissez les rapports politiques de la scène médiatique. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à cette situation? Je le redis, que l'expression frères musulmans, l'expression islamisme, l'expression même Qatar déchaîne les passions et que vous ayez des réactions automatiques de discrédit. Pourquoi vos cerveaux vont-ils être invités à se débrancher? Pourquoi vos tripes vont être invitées à prendre le pas? Et puis j'ai un collègue belge qui dit, ta métaphore elle est très bien, mais moi j'en ai une autre qui est encore mieux. Pourquoi vos neurones perdent-ils face à vos hormones? Pourquoi vos hormones prennent-elles le pas sur vos neurones, sur votre action consciente? Eh bien, je vous propose la liste des acteurs qui ont intérêt ou qui font que nous perdons notre rationalité devant le phénomène islamiste. Dans le monde occidental et dans le monde oriental. Ce sur quoi je voudrais insister ce soir, c'est qu'il n'y a pas que des Français d'extrême droite qui ont envie que vous détestiez les islamistes. Il y a aussi beaucoup d'acteurs politiques orientaux qui jouent la même partition. Et quand je dis Orient, il n'y a pas que les Israéliens qui ont effectivement intérêt à ce qu'on croit que si on résiste à leur occupation militaire, c'est parce qu'on est musulman. Ils veulent nous vendre cette théorie-là. Mais il n'y a pas que
il y a aussi, et on verra, la liste est longue, et il faut la connaître, d'accord? Mais en France, qui est-ce qu'il y a qui pète les plombs quand il entend le mot islamiste? Je dirais, il y a d'abord mes tripes, les vôtres, de tous ceux qui n'êtes pas issus du sud de la Méditerranée. Nous vivons une époque qui est déstabilisante, c'est vrai. Nous sortons d'une phase d'hégémonie coloniale où nous avions le monopole d'expression de l'universel, tout ce qui se faisait de bien, c'était nous. Nous vivons une époque qui est désarmante, puisque des cultures non occidentales nous rappellent que nous sommes qu'une culture parmi d'autres. C'est déstabilisant, c'est désagréable, ça fait peur, on ne sait pas trop où on va. Donc, faut le citer, d'accord? Construisons ça. À gauche, pourquoi on n'aime pas les islamistes? Eh ben, parce que on a peur qu'il y ait résurgence du religieux dans l'espace public. Or, toute notre histoire révolutionnaire a consisté à chasser le religieux de l'espace politique. Notre révolution s'est faite en abolissant le pouvoir de l'Église, la coalition de l'Église et de la monarchie. Voilà donc une posture de gauche, en tout cas une rhétorique de gauche. On est contre les islamistes parce que nous avons épuré l'espace public du religieux et on ne veut pas qu'il y revienne, et encore moins une religion qui n'est même pas la nôtre. La religion qui n'est même pas la nôtre, ça c'est la rhétorique de droite. Nous sommes sur le terrain d'une concurrence de dogmes. À droite, on n'aime pas les islamistes parce que c'est une menace, c'est une concurrence, c'est une autre religion que la nôtre. À la rigueur, la présence du religieux dans l'espace public, c'est pas trop grave, on y est prêt, on en est presque nostalgique, mais pas la religion concurrente. D'accord? Mais ces deux explications-là ne sont pas les principales. La vraie explication, c'est celle que je vous ai donnée en premier. La vraie explication qui unit la droite et la gauche, c'est un espèce de mal-être post-colonial. C'est une difficulté que nous avons à voir des gens sur qui nous avons été en situation d'hégémonie militaire, économique, politique, culturelle, linguistique. Ils refont surface. Et avant, c'était de l'autre côté qu'on bâtissait des cathédrales. C'était à Alger. Mais non, les salauds, ils viennent faire des mosquées chez nous. Regardez la temporalité, regardez la territorialité de cette inversion du rapport de force et du rapport de l'histoire. Nous sortons d'une situation d'hégémonie et nous sommes rappelés. J'aime bien Membe qui dit on ne peut pas nationaliser l'universel. La France n'est pas l'universel. La France, elle est une composante de l'histoire du monde. Et nous, on croyait qu'on avait le magot, qu'on avait tout, qu'on avait le monopole. Donc ça, c'est la matrice analytique de la difficulté que nous avons à nous à adopter une perspective rationnelle vis-à-vis du phénomène islamiste. Maintenant, je vais faire une parenthèse. J'identifie tous les acteurs qui veulent criminaliser les islamistes. Mais je vais faire une parenthèse. Les islamistes eux-mêmes, ou ceux que nous identifions sous ce vocable extrêmement flou, jouent évidemment un rôle dans la passion réactive obsessionnelle qu'ils génèrent. C'est-à-dire, sur Google, vous verrez, Burga dit « les islamistes ont toujours raison ». Non, j'ai jamais dit, je ne dirai jamais « les islamistes ont toujours raison ». Je dis deux choses. J'ai bien aimé que vous rappeliez ce qui résume ma problématique, omniprésente diversité. Le mot islamisme dans le monde arabe, et je vais y venir, représente une diversité telle qu'elle relie Rached El-Rannouchi, le Tunisien, le mouvement Nahda qui a collaboré à l'adoption d'une des constitutions qu'on considère comme les plus laïques dans le monde arabe. Et puis ça va jusqu'à Abou Bakr al-Baghdadi. D'accord? Il est absolument évident que la violence extrême que manient les djihadistes contre le gouvernement irakien, contre le gouvernement syrien et contre les Occidentaux doit être contextualisée. Il ne suffit pas de dire c'est des méchants, c'est des violents. Il faut comprendre pourquoi. Mais
la violence qu'a employée Daesh contre des minorités religieuses, par exemple les Yézidis, qui ne participaient même pas de loin. Je suis allé les voir, les Yézidis, c'est déjà un peu, c'est étonnant, hein. Ils sortent du long terme, mais ils ne participaient pas à la mainmise dictatoriale sur le pays. Donc cette violence-là, elle ne doit pas être contextualisée, elle doit être condamnée, clairement. Donc il y a bien des lignes rouges et il y a bien des transgressions de ces lignes rouges par des gens qui sont catégorisés islamistes, bien sûr. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a reconnu, attesté, dénoncé, condamné une frange extrême de l'expression de ce spectre-là, on doit bien se garder de jeter le bébé de l'extrémisme avec l'eau du bain d'une majorité considérable qui n'est en aucune façon assimilable à cela. Autre façon de dire la même chose, c'est-à-dire de faire la part de la responsabilité qui échoit aux islamistes comme n'importe quel autre acteur politique. Quand j'entends dire l'opposition syrienne, ouais, ben c'était quand même très divisé, ils ont jamais réussi. Et puis les frères musulmans quand ils étaient au pouvoir au Caire, ben vraiment, ouais, ils ont fait des conneries, c'était pas terrible. Je dis oui. Loin de moi de nier qu'il puisse y avoir des versants négatifs humains dans le comportement de segments de l'échantillon que je qualifie islamiste. Mais si quelqu'un doit être réformé aujourd'hui, c'est le type qui a fait le massacre de Rabia. C'est pas les victimes. Ce sont les bourreaux qui doivent être réformés. Ce ne sont pas les victimes. C'est-à-dire que le fait que l'on reconnaisse une part de responsabilité au segment du corps politique que j'évoque comme islamiste ne nous permet pas d'oublier la hiérarchie des responsabilités. Et dans l'attribution des responsabilités dans le paysage arabe contemporain, de mon point de vue, et je suis prêt à en débattre avec chacun d'entre vous, la responsabilité est sur les dominants et pas sur les dominés. Et si on perd de vue, de même dans la relation, je suis pas d'accord pour qu'on renvoie dos à dos les milices des colons fascistes de Palestine avec les députés élus de Hamas. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Dès qu'on renvoie dos à dos, en ignorant la nature du rapport de force, on fait des grosses bêtises analytiques. Donc je ne suis pas d'accord pour qu'on renvoie dos à dos les crispations identitaires dans un monde qui est dominé avec les crispations identitaires dans un monde qui est dominant. Voilà pourquoi, pour moi, les identitaires, c'est pas Daesh, c'est pas la même chose. Énorme erreur. Chaque fois que vous renvoyez dos à dos des crispations identitaires, regardez quelle est la nature du rapport de force entre les deux ensembles concernés. C'est pour ça que pour moi, le type qui a assassiné Rabin, c'est pas l'équivalent du type qui a assassiné Sadat. Parce que le type qui a assassiné Rabin évoluait dans un environnement démocratique, il avait d'autres moyens de s'exprimer que celui qui a assassiné Sadat dans un univers où la dérive répressive était absolument totale et où Sadat venait d'emprisonner 1800 intellectuels de toutes couleurs politiques. Donc toujours, vous devez vous méfier des problématiques qui créent des analogies perturbantes. Les analogies, nous avons tous des intégristes, les chrétiens, les musulmans, on est tous... Non, parce que les chrétiens, le monde chrétien est quand même à l'échelle globale en situation de domination, d'hégémonie politique encore. Et donc, encore une fois, les crispations identitaires dans l'univers de sociétés qui sont dominées sur le plan symbolique, politique, économique, culturel, n'ont pas les mêmes clés de lecture que celles qui se passent au sein des dominants. Alors là, j'étais en train de vous dire la liste des acteurs qui, d'un point de vue occidental, veulent criminaliser, veulent distiller le bréviaire de l'anti-islamisme primaire. J'ai dit droite, gauche, syndrome postcolonial, repoussoir de l'extrémisme islamiste. Il en existe une composante. Et maintenant, je passe aux acteurs orientaux. Qui est-ce qui, en Orient, alors vous pouvez retrouver tout ça dans le Politis qui est aujourd'hui dans les kiosques. Alors bon, je suis un abonné récent, mais je joue un coup de violon sur Politis parce que Politis, c'est avec Témoignages chrétiens, Le Monde diplomatique, Mediapart, La Croix,
Je veux dire, ces petites oasis de la presse française où on peut encore exprimer des idées telles que je vous les exprime ce soir. Ailleurs, oubliez. Et j'en sais quelque chose, hein, je pourrais vous donner des exemples. Il m'est arrivé, il y a un mois, j'ai donné un très long entretien à, bon, je sais, c'est une faute de goût, mais à Vanity Fair. Hein, parce que je connaissais le journaliste, je me suis dit, bon, il va faire mieux que les autres, c'est obligé. Et puis quand il s'est trouvé avec le contenu de l'entretien, ben il s'est avéré que ça pouvait pas passer. Donc il n'y a pas une phrase qui est passée. Et je pourrais vous donner des exemples comme ça, où lorsque le journal est au pied du mur de publier quelque chose qui efficacement détruit la chanson dominante, mais ça passe pas, ça passe à la trappe. Sur l'affaire de quelqu'un qui est très médiatisé maintenant, dont nous ne parlerons pas ce soir, j'ai donné un long entretien à une radio périphérique. Je voulais pas, et puis je l'ai fait. Ça leur a pas plu. Ils s'attendaient pas à ce que je dise ça. J'ai dit, mais vous vous êtes trompé, j'ai jamais cherché à euphémiser la responsabilité qu'il a peut-être, j'ai dit quelque chose de très différent, j'ai dit, quand bien même aurait-il fait un faux pas sur le plan personnel, les causes qu'il a défendues et que je défendais avec lui ne sont pas pour autant réduites à zéro. Ça leur plaisait pas, mais c'est juste pas passé. Hein. Donc dans Politis, vous pourrez retrouver, j'aime bien le titre, je suis jaloux, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Denis Siffert, sous le masque laïque. Hein, tout ce qu'on vous fait avaler sous le masque laïque. Sous le masque laïque, la contre-révolution arabe. Tout ce qu'on vous fait, toutes les marchandises qu'on vous fait avaler sous prétexte de défense de la laïcité, lutte contre le terrorisme et de plus en plus, malheureusement, lutte contre l'antisémitisme, il y a des marchandises bizarres qui correspondent pas à l'étiquette. Alors, dans le théâtre oriental, qui sont les acteurs qui ont intérêt à ce que vous ayez une vision simplificatrice de ce qu'on appelle les islamistes? Malheureusement, je suis désolé, je vais commencer par des amis. Il y a tous les acteurs politiques des scènes arabes qui ont perdu la confrontation électorale avec les islamistes. Qui sont-ils? Ce sont nos amis des vieilles gauches nationalistes. Ils ont regardé le contenu des urnes, à 1 contre 10, on se trouve. Et très souvent, et le pire cas, c'est le Parti communiste algérien qui est allé se réfugier dans la junte militaire, après qu'il eut vérifié qu'il n'avait plus de superficie électorale. Donc malheureusement, les premiers qui distillent des discours très raccourcis sur les types qui les ont battus à la régulière dans les urnes, c'est les gauches arabes, ou une partie des gauches arabes. Parce qu'il y en a plein qui ont fait une alchimie autrement plus intelligente et qui ont reconstruit le lien. Et ils n'ont pas été seuls. En 1990-91, moi j'ai participé à des conférences passionnantes au Soudan, organisées par Hassan Tourabi, qui s'appelait El Hiwar Qawmi Dini, le dialogue entre les nationalistes et les islamistes. Et donc, même du côté islamiste, il y a eu depuis longtemps la velléité de reconstruire le tissu d'une collaboration politique possible, alors qu'on est différents. Dans le monde arabe tout entier, vous trouverez au Yémen l'Irqa Mushtarak, c'est les socialistes qui essayent de s'entendre avec les conservateurs, on dirait, ou même les frères musulmans de l'islam. Il y a eu des tentatives, d'accord? Mais disons que quand vous tournez le poste, si France Culture a envoyé un micro en Tunisie, vous êtes à peu près sûr que ça sera quand même quelqu'un du petit segment de gauche qui va dire du mal des islamistes qui aura la parole. Après, pas dans le Maghreb, mais dans le Proche-Orient, vous pouvez tomber sur, vous voulez vous faire peur, vous googlez Mère Myriam Agnès de la Croix. Mère Myriam Agnès de la Croix, c'est une sœur syrienne. Et vous allez prendre peur, elle va vous expliquer la crise syrienne. Après, vous googlez le père Boulad, ou la sœur Boulad d'ailleurs, qui est très très bien également. Ça, ce sont des Égyptiens. Et vous les écoutez, vous expliquez la vie ou la crise politique égyptienne. Vous allez prendre peur. Oui, une partie, au moins certains échantillons des communautés chrétiennes orientales se laissent instrumentaliser par les pouvoirs pour déverser des lectures très réductrices des islamistes. Donc c'est deuxième catégorie de voix arabes. Cherchez dans vos mémoires, ceux qui sont pas trop loin de mon âge,
ces grands spécialistes du monde arabe, je les citerai pas parce qu'il y en a un qui est mort, mais ils s'appelaient tous les deux, leur prénom commençait par Antoine, et tous les deux, c'était des spécialistes. Chaque fois que vous vouliez dire du mal des musulmans, vous aviez un arabe, et ça le fait quand même. Il est arabe, donc il y connaît quelque chose, hein. Et donc vous avez des segments des communautés chrétiennes orientales qui ont systématiquement été instrumentalisés, malheureusement, pas seulement par les pouvoirs orientaux, mais par les opinions occidentales, mais aussi par le petit pays. Le second des Antoine que j'ai mentionné, en 1982, il faisait partie de ceux qui ont accueilli les Israéliens à Beyrouth. Alors, évidemment, il est rémunéré après sur le terrain médiatique. Il devient un des grands spécialistes qui va nous expliquer le monde musulman, les crispations du monde musulman. Donc les gauches arabes, malheureusement, une partie disons les minoritaires. Notre spécialité, c'est de donner la parole à des minoritaires en tension avec la majorité politique, et on croit que le résultat est scientifique. C'est pas nouveau, mais c'est quand même notre... Bon. Après, bien sûr, qui est-ce qui nous demande de croire que les islamistes, c'est la terreur absolue? C'est les dictateurs qui sont menacés électoralement par un scrutin qui ne serait pas bidonné. Ah, il y a deux catégories, historiquement. Il y a l'inamovible Bouteflika, celui qui a sauvé la laïcité en Algérie. Enfin, il appartient à cette génération de militaires qui a sauvé la laïcité. Non, mais resituez un petit peu tout ce qu'on vous a expliqué. Vous avez vu où ça a emmené le pays, cette sauvegarde de la démocratie, hein, à laquelle nous avons contribué en 1990. Donc il y a cette génération, dans celle-là on peut mettre Bachar aussi, hein, bien sûr, et tous ces dictateurs ont un réseau de communication extrêmement sophistiqué. Les champions toutes catégories, ce sont les Algériens. Pourquoi? Parce que les Algériens nous connaissent comme nous les connaissons. On se connaît tellement bien qu'ils nous exportent des cerveaux, des littéraires, des artistes qui, dans la langue que l'on comprend, nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Ils viennent casser du barbu sur les rives de la Seine, ça rapporte. Ça a fait des carrières. Et attention, le plus dangereux chez ces gens-là, c'est que ce sont de bons écrivains. Ceux que j'ai présents à l'esprit sont de surcroît de vrais écrivains. Il n'empêche, le vrai écrivain qui est soi-disant un très grand opposant, puis hop, du jour au lendemain, il se retrouve directeur du centre culturel algérien à Paris, gros fromage. Oh, il dit tiens, je savais pas. Et la grande militante féministe qui tout d'un coup, hein, la grande opposante à la junte militaire, qui devient ministre de la Culture, indéboulonnable pendant 10 ans. Hein. Donc, les Algériens sont particulièrement efficaces pour distiller dans le tissu associatif français le discours qui va criminaliser, simplifier la lecture des dynamiques politiques dans leur pays. Depuis peu, ils ont été rejoints par une nouvelle catégorie. Les jeunes ne sont pas toujours les meilleurs, mais il y a MBS, Mohammed Ben Salman, le Saoudien, mais il y a Mohammed Ben Zayed, l'Émirati, et bien sûr, il y a Sisi. Il y a Abdel Fattah Sisi. C'est la nouvelle génération des dictateurs qui, eux aussi, nous vendent la criminalisation de leurs opposants principaux. Qui oserait penser une seconde que le différent qu'il y a entre Mohammed Ben Salman et les frères musulmans qu'ils criminalisent à longueur de bulletin est de nature islamologique ou idéologique? Arrêtez, soyons sérieux. On sait très bien que c'est un différent politique. Et là, je vous donne une autre clé de lecture. En France, quand on dit islam politique, nous les Français, on pense islam, religion, danger. De l'autre côté, eux, ils entendent politique, danger. Islam politique, islam dangereux, parce qu'il est efficace dans le terrain de la mobilisation politique. Et donc nous avons cette nouvelle génération. Qu'est-ce qui s'est passé de révolutionnaire depuis 3 ans en Arabie Saoudite? C'est qu'avant, l'Arabie Saoudite avait un discours sur le terrain de la religion qui était « je suis le nombril de la religion, plus musulman que moi tu meurs ». Non, depuis MBS, ils ont rejoint, ils se sont associés au discours des régimes maghrébins. C'est-à-dire, ils font de la surenchère sur « je vais te produire du musulman plus propre ». Je vais te produire du bon musulman, qui est le discours des régimes maghrébins traditionnellement. Nous combattons les islamistes.
l'Arabie Saoudite ne combattait pas les islamistes avec nous. Eh bien, depuis 3 ans, si l'Arabie Saoudite, les Émirats combattent les islamistes. Pourquoi ils combattent les islamistes? Est-ce que vous croyez que c'est des différends de nature idéologique ou islamologique? Bien sûr que non. Ils combattent les islamistes parce que ce sont les formations politiques les plus aptes à mobiliser des majorités électorales susceptibles de les mettre en danger. D'où est venu le différend entre les Émirats arabes et les frères musulmans? Mais ils étaient comme ça sur le plan idéologique. Mais, et je me le suis entendu redire récemment par un conseiller de l'émir, pendant le mandat de Morsi en Égypte, les Émiratis, les Saoudiens, ont une attitude très claire face au printemps. Ils sont contre les révolutions. Sauf si les révolutions affectent le rapport de force avec l'Iran. Mais a priori, ils sont contre les révolutions. Donc en Égypte, ils ont été contre la révolution. En Tunisie, ils ont été contre la révolution. Et à l'époque où ils étaient contre Morsi, un des conseillers de Morsi est venu les voir et leur a dit « Attention, si vous continuez, vous allez être les prochains sur la liste. » Et là, ça a été la fracture, la rupture. Et depuis, les Émiratis sont entrés en guerre absolue contre les frères musulmans. Et moi, j'ai dit au conseiller de l'Union, j'ai dit, c'est dommage, vous avez eu un différend politique, vous l'avez transformé en un différend contre tous les peuples de la région. Je pense que vous avez fait un mauvais calcul. Mais les Émiratis, ils sont là, alors moins efficacement que les Algériens. Les Émiratis ont quand même, je vous donne des exemples, mais il faut les retrouver. Ils ont payé Chénaud et Malbruno, ainsi que Yann Hamel. Accessoirement, Yann Hamel, c'est le monsieur qui était l'avant-garde du discrédit vicieux de Tarek Ramadan dans Le Point. Eh bien, si vous tombez sur la bonne page de YouTube, vous allez retrouver ces 3 messieurs dans une émission de télévision au Caire où ils chantent les louanges de Sisi pour le crédibiliser sur la scène internationale dans le cadre de la campagne présidentielle. Donc vous voyez les Émiratis à la manœuvre, avec des agences, avec des officines de mobilisation des journalistes et des hommes politiques et des polémistes européens pour... Alors bon, ils font des erreurs. Hein. Ce sont quand même les premiers à avoir lancé la nouvelle massivement que les Gilets jaunes étaient une créature de l'organisation secrète des frères musulmans. Hein, il y a quand même 2 mois de ça. Ils ont annoncé qu'ils avaient des informations comme quoi c'était l'organisation secrète des frères musulmans qui avait lancé le mouvement des Gilets jaunes. Depuis, il y a d'autres tentatives. Mais enfin, s'il y avait quelque chose de stupide, il n'y avait pas le choix, ils l'ont fait. Et ils en font beaucoup d'autres comme ça. Ils ont fait, alors ça fait un peu des flops, mais ils font des faux colloques à Paris pour, encore une fois, démontrer que les frères musulmans sont à la base de tous les problèmes de la France. Donc vous devez savoir que vous avez dans le paysage oriental les gauches arabes, les minorités chrétiennes, les dictateurs ancienne génération, les dictateurs nouvelle génération, qui veulent tout faire pour que vous n'ayez pas une perception rationnelle du phénomène islamiste quand il est sur le terrain politique. C'est pas tout, bien sûr. Il manque les plus importants. Il manque ceux qui coordonnent ça, qui ont une puissance, une capacité de communication exceptionnelle. C'est l'orchestre israélien de l'information dans ce domaine. L'appareil de communication israélien fonctionne main dans la main avec les services arabes s'agissant de tailler des croupières aux islamistes. On croit que c'est nouveau. On croit que c'est nouveau parce qu'effectivement, la grande nouveauté, c'est que Ben Salman s'est explicitement rapproché d'Israël au nom de la lutte anti-iranienne. Mais c'est pas nouveau. J'ai mentionné, sans la mentionner tout à l'heure, une dame qui est devenue ministre de la Culture d'Algérie. Et moi, j'ai vécu 7 ans en Algérie. Dans les années 90, même maintenant, vous dites pas « Ah, je pars à Tel Aviv faire un tour ». C'est pas possible. C'est quand même, c'est pas dans les mœurs. C'est pas dans les mœurs politiques. Hein. Khalida Messaoudi, ça y est, je l'ai nommé, en 1995, prend l'avion et elle est invitée à Tel Aviv et elle va à Tel Aviv et elle tient ce discours surréaliste. Nous avons un même ennemi, donc nous devons être unis. Notre ennemi, c'est le fondamentalisme musulman. Donc la jonction rhétorique, tactique et stratégique
entre les Israéliens et les dictatures arabes, ce que j'ai appelé avec tendresse les Pinochet arabes, c'est-à-dire des régimes illégitimes que nous accréditons en échange de satisfaction sur le terrain économique, la coordination de la communication dans la criminalisation des islamistes, elle date déjà de 95. L'année d'après, on avait Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh, c'est le congrès où tous les puissants de la terre, Eltsine qui était en train de massacrer les Tchétchènes, Arafat aussi, les Israéliens, les Européens, tous les dictateurs arabes se réunissent à Sharm el-Sheikh et disent « Nous avons un ennemi commun. Ce sont les fondamentalistes islamiques. » Donc le berceau de la rhétorique de criminalisation à l'idéologique des oppositions et des résistances dans toute cette partie du monde, il date de 1995. On est maintenant à une espèce d'apogée de ce fonctionnement-là, sous le masque laïque, sous le masque de la lutte contre le terrorisme, sous le masque de la lutte contre l'antisémitisme, s'opèrent des mobilisations dont il est facile de démontrer que, et c'est pas un satisfecit, ça veut pas dire ils ont raison, mais sont criminalisées les forces politiques qui sont à l'avant-garde des dynamiques de redistribution du pouvoir dans cette région du monde. Et ça, c'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça qu'on doit comprendre, c'est ça que tous les gens qui ont une idée de progrès politique doivent apprendre à assimiler. Donc quand on fait la liste des acteurs occidentaux et des acteurs orientaux, on se dit mais qu'est-ce qui les réunit? L'article dans Politis, je dis mais comment se fait-il qu'entre la France des droits de l'homme et le pire des bouchers dans ce domaine, Abdel Fattah Sisi, le lien est si durable et si permanent? Et j'ai dit il y a deux raisons. La première raison, c'est ce que j'appelle la dictature du court terme électoraliste. Le versant négatif de nos démocraties, c'est que nos hommes politiques se soucient avant toute chose des conditions de leur réélection. Qu'est-ce que je peux faire qui va maintenir, un petit peu à gauche, qui va maintenir ce consensus qui me permet d'espérer être réélu? Un quart de point de croissance. Allez. Alors je vais vendre des armes à un des pires tyrans de la terre. Alors je vais m'aliéner tous ceux, et ça fait beaucoup quand vous prenez 60 000 prisonniers politiques, leurs familles au sens strict du terme, leurs familles au sens plus large du terme politique, et tous les gens qui sont contre, nous nous aliénons des pans entiers de l'opinion publique dans cette région du monde, au nom du petit quart de point de croissance qu'on aura peut-être en continuant à vendre nos rafales. Mais le cynisme étant sans limite, au sommet de la hiérarchie politique, ben on s'en fout. Ça nuira peut-être à mon successeur. Mais moi, entre-temps, j'aurai engrangé la satisfaction du CAC 40 qui va me permettre de rester au pouvoir. Donc, l'une des premières raisons pour lesquelles ce qui se passe au Yémen est absolument horrible. Nous sommes co-belligérants. L'autre jour, vous retrouverez, nous sommes co-belligérants de la guerre au Yémen. Et alors, il y a un ami qui m'a dit, Burga, le tiers-mondiste, nous sommes toujours responsables de tout ce qui se passe. Je lui ai dit, c'est dommage, tu aurais dû lire l'article avant de me critiquer, tu aurais vu que nous sommes co-belligérants au Yémen. C'est pas Burga qui l'a dit, c'est un membre de l'état-major de l'armée française. Simplement, il n'a pas donné son nom. Il a donné sous anonymat au Figaro, s'il vous plaît. Nous sommes co-belligérants de la guerre au Yémen. Nous sommes co-belligérants. Pourquoi? En partie, parce que c'est pas la seule raison. En partie parce que, bien sûr, nos excellents clients émiratis et saoudiens peuvent affecter le ratio de notre croissance commerciale. Donc ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, qu'est-ce qui nous unit? Où est le ciment de cette coopération mortifère entre Macron et Sisi, entre Macron et MBS, entre Macron et les Émirats? C'est leur anti-islamisme respectif. Sachant que sous l'expression anti-islamisme, on ne met pas la même chose, mais ça se superpose. Pour eux, pour nous, un islamiste, c'est quelqu'un qui est désagréable pour toutes les raisons que j'ai signifiées.
il sonne un peu le glas de notre hégémonie culturelle et linguistique sur une partie du monde. Il vient nous défier. Il y a plein de raisons, je dirais, presque objectives. Nous n'avons pas aimé leurs frères nationalistes. Mais, encore une fois, au cœur de ce que j'ai construit comme visualisation, historicisation du phénomène islamiste, je dis les islamistes, c'est ceux qui viennent après les nationalistes. Les nationalistes, ils nous ont dit « Rentre chez toi, je veux plus du drapeau français à Alger ». Oh, ça a été un choc, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a déplu profondément, ça a donné lieu à des tas de malentendus. Mais ils se sont pas arrêtés là, les traîtres. Quelques années après, ils nous ont dit « Psst, psst, rends-nous le contrôle sur les champs pétroliers, rends-nous le contrôle sur le canal de Suez ». Nous avons une nouvelle fois pété les plombs. Nous avons une nouvelle fois retrouvé les premières pages du Figaro, comparé Boumedienne à qui? Hitler. Ah, on ne fait pas dans la dentelle, d'accord? Alors qu'il s'agissait simplement de récupérer le contrôle de ressources économiques. Eh bien, ce que j'ai appelé le troisième étage de la fusée de la décolonisation, c'est le fait que les sociétés sur lesquelles nous avons été en situation d'hégémonie entendent maintenant, pour exprimer leurs besoins, employer un lexique qui est perçu comme directement affilié à la culture qui a résisté à l'hégémonie coloniale. Et la culture qui a résisté à l'hégémonie coloniale, c'est la culture religieuse. Ça ne préjuge pas de la relation à la religion dans chacune de ces sociétés. C'est pour ça que ce qui me paraît important de comprendre, c'est que pourquoi les islamistes, ça fonctionne bien en politique? Est-ce que c'est parce qu'ils sont des religieux? Il y a moyen de débattre, y compris plein d'islamistes ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire. Moi, je dis le carburant de leur capacité de mobilisation, c'est pas que leur lexique il est sacré ou religieux, c'est qu'il est homemade, endogène. Ils parlent le langage de la culture héritée de l'ancêtre. Ils cessent de faire usage des catégories importées, des fois volontairement, imposées parfois involontairement, au cours de la phase d'hégémonie coloniale. D'accord? Donc, un islamiste pour nous, c'est un peu ça, c'est compliqué, mais pour le prince saoudien, vous croyez que c'est quelqu'un qui a une interprétation différente du Coran? Mais pas du tout. C'est juste le plus dangereux des opposants politiques. Les Saoudiens craignent deux catégories d'acteurs, les extrémistes, mais c'est pas les pires. Lutter contre Daesh, c'est quand même un sport qui est à la mode. Si vous luttez contre Daesh, vous avez toutes les chances d'avoir la planète tout entière qui va vous suivre pour les écraser sous les bombes avec les milliers de civils qui sont autour, on s'en fout, on laisse un champ de ruines, on a gagné. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais par contre, les modérés, ça c'est beaucoup plus gênant. Et donc, la tension entre l'islam politique et les Émirats et l'Égypte et l'Arabie Saoudite, elle n'est pas du tout idéologique. Elle est purement politique au sens, elle est purement oppositionnelle. Mais ça fait rien. On nous vend tout ça sous la même étiquette et nous résistons tous, soi-disant, sous le masque laïque pour en fait prévaloir les intérêts de la génération dominante. Bon, je crois que je mérite de me faire agresser. Déjà, j'ai dit suffisamment de choses avec lesquelles vous n'êtes pas obligés d'être complètement d'accord pour que peut-être on échange maintenant quelques idées et que j'entende le son de votre voix. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment de votre patience et puis je remercie ceux qui nous ont suivis là, que je salue et je leur dis à bientôt si cette vidéo a bien fonctionné. Au revoir.